Bonjour et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses. Je suis Cindy Honnet, lancée dans l'aventure entrepreneuriale en tant que consultante en communication digitale et web design. Je suis également sémiolinguiste et je recueille la parole des femmes entrepreneurs pour comprendre leur représentation et vision du monde. Pourquoi changent-elles de vie ? Quelles sont leurs aspirations ? Où puissent-elles leurs forces ? Au travers de leurs récits, j'ai découvert des femmes entrepreneuses de leur propre vie et des histoires passionnantes que j'ai souhaité partager au travers de ce podcast. Cette semaine, j'échange avec Anne-Claire Leca, une podcast lover pétillante et entrepreneuse déterminée. Ancienne directrice de clientèle dans le digital, Anne-Claire tombe rapidement dans la marmite des podcasts. En 2018, elle décide de quitter son job pour lancer IcoPodcast, une application de recommandation personnalisée de podcasts natifs, communautaire et gratuite. Sa motivation est de regrouper les amoureux de podcasts, qu'ils soient auditeurs ou podcasteurs, autour d'une même plateforme et de faciliter les échanges et les partages. Si vous êtes podcasteur, vous entendrez dans cet épisode de précieux conseils pour vous lancer ou vous démarquer dans un paysage déjà bien investi. Et si vous souhaitez rencontrer Anne-Claire, elle sera présente au prochain podcast festival, alors n'hésitez pas à lui envoyer un message. Bonjour Anne-Claire, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation, d'autant plus que nous partageons une passion commune pour les podcasts. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais raconter comment tu es tombée dans la marmite du podcasting ? Alors, de mon côté, je suis tombée dans la marmite, comme on dit, un peu par hasard. C'était la fin de l'année 2017 et j'étais en train de chercher des contenus pour améliorer ma culture féministe. Parce que c'est un sentiment instinctif que j'ai un peu depuis que je suis petite, cette envie et ce désir que les femmes et les hommes soient traités également. Mais j'étais souvent confrontée un peu à des remarques toujours un peu les mêmes, un peu des clichés sur les féministes, comme quoi elles n'aimeraient pas les hommes, ou c'était toutes des chiennes de garde, etc. Et j'étais un peu frustrée de ça, et puis j'ai commencé à chercher sur internet, de voir si il y avait des contenus pour pouvoir améliorer ma culture, et je suis tombée sur un podcast qui est l'interview de Nouvelle École, que Nouvelle École, Antonin de Nouvelle École avait fait de Charlotte Pudlowski et de Lorraine Bastide, qui sont toutes les deux productrices de podcasts. Et je suis tombée dans la marmite d'abord de Antonin. J'ai dévoré tous ces épisodes, je trouvais ça passionnant, ces conversations vraiment sur le temps long, qui allaient vraiment en profondeur, de découvrir des nouveaux parcours. Voilà, c'est des conversations qui m'ont beaucoup inspirée à l'époque. Et du coup, après, j'ai enchaîné sur les podcasts de Lorraine, La Poudre, de ceux aussi produits par Charlotte Pudlowski, notamment Transfert, avant qu'elle crée Louis Média. Et voilà, j'ai tout dévoré, tout dévoré, tout dévoré. Et qu'est-ce qui te plaît dans le format du podcast par rapport à un blog par exemple ou à une radio ? Et il y a plusieurs points. Je trouve que j'ai une meilleure attention quand j'écoute des podcasts. Je suis vraiment bien dans ma bulle, je me sens très concentrée, et je suis souvent heureuse à la fin d'un épisode, parce que j'ai l'impression d'avoir vécu une expérience assez zen, et d'avoir toujours appris quelque chose, soit sur moi-même parce que ça m'a fait poser plein de questions, soit appris des choses parce que c'est des podcasts de culture, et j'ai l'impression d'utiliser mon temps intelligemment, que ça me fait avancer sur plein de sujets. Et en plus, j'ai pu l'intégrer très facilement dans mon quotidien, parce que à l'époque, j'allais au boulot en vélo, donc j'écoutais des podcasts sur mon vélo. J'allais à la salle de sport pour courir sur un tapis, et je m'ennuyais souvent, et là j'ai pu me mettre un podcast dans les oreilles, et ça s'est insinué très 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 facilement dans mon quotidien, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en fait, ça, je pense que ça répondait aussi un peu à une frustration que j'avais, qui était que j'écoutais beaucoup la radio depuis que j'étais petite. Ça m'accompagnait souvent, comme plein de gens, le petit déjeuner avec la radio en arrière-fond, on écoute les infos. Et en tant qu'adulte, je commençais à être un peu saturée des programmes de radio que je pouvais écouter, notamment le matin avant de partir au boulot, parce que je les trouvais un peu anxiogènes. Je trouvais qu'on parlait toujours un peu de la même chose, on entendait toujours un peu les mêmes personnes. C'était souvent des choses négatives qui étaient partagées.
Et dans le podcast, j'ai trouvé, par l'audio, qui était quelque chose que j'aimais déjà, heu, j'ai trouvé d'autres voix, d'autres personnes qui parlaient de sujets différents, plus en profondeur, moins dans l'urgence en permanence, et ça, voilà, ça m'a un peu réconciliée avec ce format audio et j'ai pu, renouer avec un amour d'enfance, on va dire. Mmh. Ouais, parce que la révolution du podcast, c'était d'abord, d'avoir des replays d'émissions de radio, donc on pouvait choisir d'écouter ce qu'on voulait au moment où on voulait et ensuite, Mmh mh. il y a eu tout un tas de thématiques qui se sont, développées, sur tout un tas de sujets et là, on peut vraiment, découvrir encore des nouveaux contenus et des nouveaux, formats, des nouvelles façons de faire, des nouvelles voix aussi. Exactement, et c'est ça qui m'a émerveillée quand je suis un peu tombée dans le podcast. Je savais bien évidemment qu'il y avait des replays radio qui existaient, mais j'avais pas pris le pli, j'avais pas, voilà, j'avais pas rentré ça dans mon quotidien. Mais quand j'ai découvert le podcast, donc comme je te disais fin 2017, j'ai été vraiment émerveillée et très étonnée de voir qu'il y avait autant de podcasts natifs, donc des podcasts qui avaient été créés pour la diffusion, directe sur internet et pas en passant par une radio, d'abord. Donc j'ai été vraiment très surprise de voir la quantité qui existait et de me dire: «Mais comment ça se fait que j'étais pas au courant qu'il y avait tout ça et comment est-ce que...» Mais ouais, c'est vrai, et je trouvais ça dommage que les gens autour de moi ne soient pas non plus au courant. Donc j'ai voulu, un peu explorer, et là j'ai eu un peu mon premier obstacle, ma première frustration qui est à l'origine du projet ICO, qui était que, bah, j'avais terminé tous les épisodes de Nouvelle École qui étaient à ma disposition, et là je me disais: «Mais je sais qu'il y en a énormément, il y a beaucoup d'autres contenus, mais ils sont cachés, où est-ce que je vais les chercher?» Et j'étais pas du tout accompagnée dans cette exploration, dans cette découverte-là. Et comme je disais, je trouvais ça vraiment dommage que les gens autour de moi ne soient pas au courant de cette mine d'or que je venais de trouver, et j'ai eu envie de les partager. Et là, encore une fois, les moyens que j'avais à ma disposition pour partager, je trouvais qu'ils rendaient pas service au podcast parce que déjà, c'était pas très connu, et les moyens de partager, c'était toujours un peu, ça rendait pas sexy le sujet. Donc je me suis dit: «Bah, il y a quelque chose à faire pour faciliter la découverte et pour, encourager le partage». Et encourager le partage, voilà, c'est ça, parce qu'en fait, c'était pas très intuitif de partager un podcast, il y a encore Non, quelque non, temps, non. quoi. Et même les plateformes, pas faciles, à prendre en main, pas évidentes à comprendre, presque un petit peu, vieillottes, en fait. Oui, un peu, en fait, je viens du monde du digital, et du coup, l'aspect produit, le fait, d'avoir une expérience, qui soit facile, où on se pose pas énormément de questions. Je trouvais que les applications que j'avais à ma disposition, elles étaient très, dédiées à des gens qui étaient expérimentés, des gens qui écoutaient des podcasts depuis longtemps, donc avaient déjà leurs petites habitudes, avec, un niveau de réglage, de configuration qui était vraiment hyper pointu. Mais j'ai pas trouvé d'application pour les novices comme moi qui ont juste la bonne volonté, qui savent qu'il y a quelque chose de chouette, il y a des podcasts chouettes qui les attendent quelque part, Mmh. mais il y avait pas d'application vraiment très simple et dédiée aux novices, heu et voilà, qui soit un peu dans les codes des nouveaux produits digitaux, on va dire. D'accord. Et comment, tu en es venue alors d'une passion, d'un loisir, à en faire, finalement un projet professionnel? Et ben, donc à l'époque, j'étais donc en agence digitale, à Paris. Et j'étais hyper heureuse. Franchement, je m'éclatais, vraiment dans mon métier. Mon métier, c'était, d'accompagner des clients de tous les secteurs, de toutes les tailles, dans leur présence sur internet, et de trouver, des stratégies, et des outils pour, voilà, les accompagner au mieux en fonction de leurs objectifs. Et j'étais dans une super agence, j'avais vraiment des collègues en or, on s'entendait bien, je m'éclatais bien, mais j'avais un peu ce sentiment d'être sur une route toute tracée. Et je me disais: «Bah, Anne-Claire, ça y est, tu es à Paris, tu as un bel appart, tu as une vie qui te plaît, tu as un boulot qui te plaît, mais tu sais que c'est pas ça la vie que tu veux pour toi et que tu as des rêves un peu, tu as des désirs, et du coup, les oublie pas». Et l'entrepreneuriat, le fait d'un jour lancer mon propre projet et d'être, toute seule capitaine du bateau, c'était vraiment quelque chose qui me séduisait depuis un bout de temps. Et parmi les podcasts que j'écoutais, il y avait notamment des contenus de personnes qui s'étaient lancées, des entrepreneurs, des porteurs de projets, et cetera. Et à force d'écouter leur expérience, bah, ça a vraiment confirmé ce désir un peu,
endormi que j'avais en moi. Et à un moment, il y a eu le choc des planètes, on va dire. Tu es de plus en plus sûr que tu as envie de tester quelque chose de différent que ta vie de salarié, de CDI que tu as. Tu entends des gens qui ont fait ce choix, qui ont l'air d'être heureux, ça a l'air d'en leur apporter beaucoup et dans ton entourage, il y en a aussi. Et de l'autre côté, tu es tombé un peu dans la marmite des podcasts. En regardant autour de moi, je voyais, notamment aux États-Unis, que c'était devenu un phénomène, de plus en plus, grandissant et j'avais trouvé un sujet qui me plaisait, où je trouvais qu'il y avait un problème à résoudre, c'est-à-dire ce problème de découverte et de partage, dont j'ai parlé un peu avant et en même temps mon envie de me lancer. Donc je me suis dit: «Bah, voilà, bingo, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Créer l'application ou, le moyen de découvrir des podcasts qui te manque aujourd'hui» parce que, je me sentais que j'allais bien m'éclater. Tu as trouvé l'idée, la passion, tu sens que tu veux sortir de ta zone de confort en quelque sorte? Mmh. Et quel a été l'élément, déclencheur qui a fait que, bah, tu es passé à l'acte en fait? Tu as sauté le pas pour, créer ton projet? Bah, juste de me dire, j'ai trouvé une idée qui me plaît. C'était en février, fin février et j'ai posé ma dème dans les 15 jours. Ah oui. Je suis un peu comme ça en fait, je fonce. Je suis un peu une tête brûlée. Et alors qu'est-ce qui s'est passé après? Tu as posé tes démissions et comment tu as mené, ton projet? Alors, j'ai posé ma démission, dans une décision un peu plus large qui était de quitter Paris aussi. J'ai tout fait en même temps, j'ai fait le full package. Tu changes de ville, tu changes de vie et tu changes de métier et j'ai posé ma démission et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler, soir et week-end et aux pauses déj et aux pauses café sur mon projet. En fait, ce qui était génial, c'est que je pouvais utiliser tout ce que j'avais appris, en agence pour mes propres clients, mais les appliquer à moi-même. Donc ça, c'était vraiment, c'était une vraie jouissance, hein. C'était un je me suis j'étais vraiment, hyper excitée de pouvoir, imaginer mon produit. Donc j'ai commencé à regarder, toutes les applications qui existaient, faire des Google Alerts pour voir tout ce qui se passait dans le milieu. J'ai commencé du coup à discuter autour de moi pour chercher un designer, pour chercher des développeurs. En parallèle, j'ai commencé à designer ce qu'on appelle des mock-ups, c'est un peu des schémas de l'application que j'avais en tête. Ça me permettrait de voilà, le confronter autour de moi en disant: «Bah, j'ai eu ça comme idée, d'application, qu'est-ce que tu en penses? Elle ferait ci, elle ferait ça» et donc voilà, j'ai commencé à travailler vraiment en mars au moment où j'ai posé ma démission et là, je suis allée à toute vitesse. En fait, j'étais un peu prise d'urgence pour 2 raisons. La première raison, c'était de me dire: «Tu dois pas être la seule à te rendre compte qu'il y a un truc qui va se passer avec les podcasts Mmh. et il y a forcément quelqu'un qui va sortir quelque chose» et effectivement, il y a plusieurs gros acteurs qui sont «sortis du bois» entre guillemets dans les mois d'après. Donc dépêche-toi d'y aller, au moins tu seras là et le deuxième, c'était de me dire, j'avais peur de me décourager, en fait. J'avais tellement envie d'entretenir cette flamme, je savais qu'être entrepreneur, c'est énormément de montagnes russes et puis ça, je l'ai vécu, par la suite, hein. Je suis pas restée dans cette exaltation en permanence 24 heures sur 24. Mais je savais que voilà, cette exaltation, elle était vraiment très moteur pour moi et j'avais envie d'en profiter énormément et de me dépêcher à toute vitesse de sortir un premier produit, une première version de l'application pour dire: «Bah, ça y est, je l'ai fait, c'est concret et maintenant j'ai plus qu'à améliorer, discuter et cetera» et Voilà, les bases sont posées et ensuite, tu peaufines. c'est ça, exactement. Je me suis un peu auto-piégée, j'ai appelé ça ma stratégie de m'auto-piéger. Mais après tu peux plus aller en arrière, c'est ça. Une fois que tu as Exactement. investi ton temps, ton argent et tu as lancé ta première version, il faut y aller, quoi. Exactement, c'était ça l'idée et du coup, j'ai la première version de l'application, elle est sortie le 3 juillet donc 4 mois après, à peine après avoir pris ma décision. Je suis allée très, très vite. Fulgurant. Après ça a ses effets secondaires aussi d'aller si vite, c'est que parfois, faudrait plus aller en profondeur dans certains sujets techniques ou ça fait aussi qu'on s'engage peut-être trop vite avec des prestataires sans les tester trop et cetera et mais en même temps, c'est voilà, c'est ma personnalité. Comme je te disais, dès que je décide un truc, j'y vais à 100%, je m'investis et je suis contente en fait de l'avoir fait parce que au moins j'ai sorti vite et ça m'a permis très vite du coup d'avoir
les premiers retours utilisateurs, de rencontrer les premières personnes avec quelque chose de vraiment concret, un projet qui avait été... C'était pas que des mots, en fait, j'avais une application à montrer, sur laquelle discuter, donc Ouais. je suis contente. Ouais, une première base et puis après bon, bah, enfin, tu connais tout ce qui est méthode agile et cetera. Maintenant, on est habitué à aller assez vite et puis, à avoir tout de suite un projet un petit peu, une première approche construite et puis après on la fait évoluer en réajustant avec les retours utilisateurs, quoi. Effectivement, c'était un peu, voilà, l'état d'esprit dans lequel je m'étais lancée. Après, avec du recul, peut-être que mon MVP, comme on appelle ça, c'est la première version de l'application, Mmh. Minimum Viable Product, il était peut-être un peu gros. En fait, j'aurais peut-être dû voir encore plus simple, vraiment arriver tout au cœur nucléaire de mon idée, Mmh. ne développer que ça et après de l'enrichir. Peut-être que j'ai voulu aussi, proposer un premier produit qui était trop complet, trop complexe et heu et donc du coup, ce qui m'a demandé quand même un certain investissement, un peu de temps. Peut-être qu'avec du recul, je serais allée simplifier encore plus, cette première version-là pour pouvoir, l'enrichir, de manière, plus agile. Parce que quand tu arrives avec un premier produit qui est déjà assez gros, hein, assez costaud, bah, tu t'es engagé dans certains choix technologiques ou dans certaines, heu, voilà, choix ou même fonctionnels, qui fait que c'est quand même dommage de dire: «Bon, bah, j'ai tricoté tout ça, va falloir que je détricote ça». Donc tu te coinces un peu toi-même. Mmh mh. Alors que si tu arrives avec quelque chose qui est un peu simple, et bah, tu as plus de liberté de, voilà, comme je dis, tricoter au fur et à mesure de manière un peu plus, voilà, plus simple, plus agile, plus fluide. Mais ça, c'est normal, il paraît. Et aujourd'hui ta plateforme alors donc, cette première version, Mmh quelles mh. fonctionnalités tu voulais, mettre en place? Alors l'état d'esprit dans lequel, j'étais pour cette, application, je voulais avant tout qu'elle soit jolie et qu'elle soit agréable à utiliser. Donc elle est très simple, en termes de design, c'est très blanc, il y a des couleurs, primaires qui se démarquent un peu des autres applications qui pouvaient exister. Je voulais un système de découverte qui soit aussi, très simple. En gros, en se connectant, on peut choisir des thématiques et l'application, te propose régulièrement des podcasts qui correspondent, à tes goûts, voilà, à ce que tu aimes. Et il y avait aussi, une fonctionnalité, communautaire qui est que tu pouvais partager au sein de l'application tes découvertes. Ça, c'était pour répondre un peu à la frustration que j'avais qui est je me disais: «Bah, en fait, c'est ça la solution». Tu t'écoutes un podcast, il te plaît, tu as envie de le partager avec un de tes potes qui est sur l'application, tu lui envoies juste une notification et il a juste à ouvrir la notification pour écouter, le podcast que tu avais envie de lui partager. Et voilà et la prochaine fois que tu le vois, vous pouvez en parler, et c'est assez facile, ouais. Exactement. Voilà et donc voilà, c'est un peu ce pilier-là, une expérience, très simple de recommandation et la partie communautaire et c'est ces 2 piliers que j'ai vraiment, voulu encore plus renforcer dans la seconde, version de l'application qui, va sortir dans quelques jours là. On est début octobre et la seconde partie de l'aventure, va démarrer, du coup, début octobre. Voilà. Elle D'accord, sera encore plus, communautaire et encore plus, concentrée sur, l'échange de comme tu disais, voilà, d'échanger entre, podcast lovers, j'appelle ça les gens qui écoutent des podcasts, mais aussi de ouais. pouvoir, échanger avec les podcasteurs, donc les créateurs de contenu que tu as dans les oreilles, régulièrement, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine et auxquels tu vas quand même t'attacher, parce que, c'est un rapport intime, en fait, qui se crée au fur et à mesure, entre, les podcasteurs et les auditeurs et parfois, moi je l'ai vécu, très souvent, tu as envie de leur donner ton envie, tu as envie de les soutenir, de leur dire: «Ça a été du super boulot» ou de leur donner des idées et cetera et je trouve que c'est un canal de communication qui était encore peu, peu disponible, voilà, entre les auditeurs et les podcasteurs et c'est quelque chose qui sera, possible dans la seconde version de l'application. Donc voilà, l'idée c'est de rassembler la communauté des podcast lovers, auditeurs, podcasteurs, Mmh, dans une mmh mh. application qui est toujours agréable à utiliser, toujours simple et
toujours joli. J'ai hâte d'avoir les retours. Et alors du coup, permettre des interactions, c'est-à-dire qu'un auditeur, peut poser sa question, mettre un commentaire et le podcasteur a la possibilité de lui répondre directement sur la plateforme, c'est ça? Exactement, c'est ça l'idée. D'accord. Ouais. Ouais, c'est super, ouais, parce qu'effectivement, pour l'instant, les échanges se font beaucoup sur Instagram ou sur, Facebook, mais il y a pas vraiment de plateforme qui propose comme ça des échanges en direct, C'est ça, il y a les conversations, elles peuvent se faire, dans la vraie vie ou, sur les réseaux sociaux comme tu le dis, mais c'est pas des lieux consacrés. On va dire que sur les réseaux sociaux, il y a autant de gens, des badauds, des gens qui sont là un peu par hasard, qui ont pas forcément écouté, les épisodes, du podcasteur, qui sont plus là pour donner leur avis. On connaît tous, le phénomène de troll et là, l'idée, c'est de créer un peu une safe place, un endroit qui est consacré aux podcast lovers où ils peuvent discuter entre eux des épisodes qu'ils écoutent vraiment. Et donc c'est aussi un peu l'assurance pour les podcasteurs de rentrer en contact avec leurs auditeurs les plus chevronnés, en fait, de les connaître, qui ils sont. C'est pas seulement des chiffres, en fait, c'est pas seulement un nombre d'écoutes qui augmente au fur et à mesure des épisodes, c'est pas seulement des likes sur les posts, c'est des vraies personnes qui vont vraiment donner leur avis dans un, voilà, dans un lieu qui est dédié à ça. ouais, parce qu'on sent vraiment, dans l'application que, quoi, il y a une volonté de rassembler, ouais, auditeurs et podcasteurs, puisqu'il y a aussi un blog Mm, mm. où, tu t'adresses aussi bien à ceux qui veulent créer leur podcast, qu'aux auditeurs, où tu fais des sélections, donc l'idée, c'est vraiment de rassembler, ces 2 publics. Exactement. Pour moi, c'est une seule et même communauté, c'est des gens qui sont passionnés autour de sujets. Donc, le sujet du design, le sujet de l'entrepreneuriat, le sujet du féminisme, donc c'est des gens qui sont intéressés par ces sujets, qui ont envie d'en discuter et aussi, il y a beaucoup d'auditeurs qui deviennent podcasteurs et il y a beaucoup de podcasteurs qui sont eux-mêmes auditeurs et fans d'autres Bien podcasteurs. sûr, Donc c'est pas non plus il y a pas ouais, une c'est vrai. dichotomie, c'est pas hermétique donc pour moi, c'est voilà, une seule et même communauté qui se pose pas tous les mêmes questions, qui ont pas tous les mêmes besoins, mais moi j'ai envie de traiter ça dans son ensemble effectivement et ça se voit, je suis contente que ça se voit sur les articles du blog que j'ai pu écrire. Ouais, parce que du coup, moi, c'est vrai que je vais piocher pour, en prenant les 2 profils, Mmh mh. à la fois en tant qu'auditrice et podcasteur aussi, Ouais. quoi. Et je trouve une mine d'informations, qui est vraiment précieuse, Mmh. quoi. Tu disais que l'envie d'entreprendre, te titillait depuis un moment. Comment elle est venue cette âme d'entrepreneuse? Est-ce que tu as toujours eu envie de faire, de monter ton projet ou c'est venu au fil de l'eau avec les multiplications des créateurs d'entreprises ou les podcasts? Je pense que j'ai un peu l'indépendance dans le sang, c'est-à-dire que j'ai toujours bien aimé faire les choses toute seule, un peu à ma manière. Après, le fait de lancer mon entreprise, ça me faisait un peu peur au début pour être, tout à fait honnête. Je m'en sentais pas Mmh. forcément capable. C'était un peu peut-être mystifié, je mettais un peu les entrepreneurs sur un piédestal. Et en fait, effectivement, c'est avec la multiplication des témoignages que je me suis rendu compte qu'en fait, ces gens-là, ils étaient comme moi et qu'ils avaient des qualités, ils avaient des défauts, tout comme moi, j'avais mes propres qualités, mes propres défauts et la confiance dans le fait que je puisse, les utiliser pour mener à bien un projet de A à Z, bah, ça a mûri au fur et à mesure où j'ai vu d'autres personnes. Et aussi dans Ouais. mon entourage, bah, mon mari est entrepreneur et donc là, je l'ai vraiment, vécu, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Qu'est-ce que Oui. c'est d'être entrepreneur? Et j'ai vu que ce type de vie, l'indépendance que ça permet, l'autonomie, le fait de choisir les sujets sur lesquels on travaille, le fait de pas être, restreint à un cadre, très défini de tu as une fiche de poste, tu discutes toujours avec les mêmes personnes, sur les mêmes sujets et cetera. Et ben, c'est une page blanche en fait quand tu es entrepreneur. C'est toi qui te définis toi-même tes objectifs, où tu veux aller et en fonction, tu décides qui tu vas contacter, ce que tu vas faire et cetera et cette immense liberté, c'est quelque chose qui vraiment m'a séduite et 1 an et demi après, je suis toujours hyper heureuse de ça. Ouais, cette liberté, cette créativité et puis, comme tu dis, avoir carte blanche pour, concrétiser tes idées, comme tu veux, quoi. Voilà. Un peu pour rigoler, en fait, quand j'étais salariée, je disais: «Moi, mon job de rêve, ça serait de pouvoir prendre des cafés en terrasse et de pouvoir travailler en même temps». Ce qui Ah paraît un ouais, peu ouais. futile, mais en fait,
Pas du tout, parce que ça veut dire plein de choses. Ça veut dire, de travailler de là où on veut, ça veut dire de pouvoir organiser son emploi du temps comme on veut, de pouvoir, allier le plaisir, l'utile et l'agréable, comme on dit. Et effectivement, bah, c'est oui, là, aujourd'hui, je peux, discuter avec mes développeurs de n'importe quel café, si tant est qu'il y a une connexion Wi-Fi, et m'organiser comme je veux, donc voilà. C'est génial pour ça le digital. C'est vrai que tu peux t'installer, où tu veux, tu peux être nomade, tu Mmh. peux travailler, vraiment, n'importe quel pays, n'importe quelle ville et ça te permet de continuer ton projet, où tu sois, C'est quoi. ça, exactement. Donc autant être dans de bonnes conditions. Voilà, c'est ça. Et du coup, est-ce que l'image de la cascadeuse, ça évoque quelque chose pour toi? Est-ce que ça te parle justement, Bah, ouais, moi j'aime trop cette image parce que ça m'évoque, une femme qui fonce en fait, qui est sur sa propre moto, elle est aux manettes et puis elle fonce, elle y va à fond les ballons. Et ça m'évoque aussi, une autre image qui est une femme qui sait tomber et qui sait se relever aussi. Parce que Ouais. ça, c'est une des grandes peurs qu'on a, en tout cas que j'avais, au moment de me lancer, c'est: «Et si j'échoue? Et si ça marche pas?» et cetera. Et en fait, finalement, en écoutant les gens, tu te dis que en fait, c'est pas ça l'important, c'est pas de réussir ou c'est pas d'échouer, c'est que tu as appris, en fait, tu as fait toi-même, tu es allé mettre les mains dans le cambouis, tu es allé te confronter à la réalité. Et bah, si tu échoues, bah, ça sera autant de ça de pris et ça sera autant d'expériences accumulées pour, la prochaine aventure que tu voudras démarrer et la prochaine fois que tu remonteras sur ta moto. Ah oui, c'est clair et parce que c'est une vraie aventure, enfin l'entrepreneuriat, c'est quand même palpitant, Ah quoi. ouais, Enfin, on a envie de créer, d'aller de l'avant, de rencontrer plein de gens, déjà c'est vrai que c'est magnifique et tout ce que tu apprends en très peu de temps, dans l'entrepreneuriat, je pense que tu l'apprends pas aussi vite, en entreprise, je quoi. suis tout à fait d'accord avec toi. Et le nombre de personnes que tu rencontres, parce que quand j'étais salariée, bah, mes cercles de connaissances, à la fois professionnels et personnels, ils étaient assez restreints. Ils sont assez cadrés par une routine, par, les clients qu'on te propose d'accompagner, par les collègues qui sont dans ton bureau, et cetera. Et là, en fait, avec l'entrepreneuriat, ça m'a complètement ouvert plein de frontières que peut-être je me mettais moi-même, mais du coup, j'ai beaucoup moins peur d'aller contacter les gens, d'aller discuter avec eux, d'aller faire des rencontres. Et je suis tout à fait décomplexée, quoi. C'est les questions d'âge, les questions d'expérience, et cetera, ça, bien sûr, je me pose un peu la question avant de contacter quelqu'un, mais j'ose beaucoup, 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 beaucoup plus que quand j'étais dans des cadres, beaucoup plus, délimités, on va dire. Et peut-être que tu te sens aussi plus légitime parce que c'est ton projet, tu le portes? Ouais, exactement, c'est vrai. Contrairement à bon, bah, c'est vrai que quand tu es chef de projet digital, par exemple, tu parles au nom d'une entreprise, enfin, c'est pas Mmh, pareil, tu as aussi une pression différente donc tu portes pas les choses de la même façon. En tout cas, tu les vis pas autant à cœur, quoi. c'est vrai. Toi, j'imagine que par rapport à ton oui, ce que tu disais tout à l'heure, à ton travail, en agence, j'imagine qu'il y a des qualités, des compétences que tu as vraiment pu utiliser pour la création de ton application. Est-ce qu'il y a des traits de caractère aussi qui t'ont servi, des qualités, particulières, que tu lierais en fait à l'entrepreneuriat? Bah, c'est vrai que toutes ces années en agence, ça m'a appris, à gérer une équipe, à organiser, les métiers par rapport, les uns aux autres. Je sais qu'un développeur, il va avoir besoin de telle information. Du coup, il faut que je me débrouille avec le designer pour, les lui fournir et puis vice versa. Je sais qu'un designer, il va réfléchir de telle manière, donc moi je peux davantage anticiper. Donc voilà, la connaissance de la fabrication d'un produit digital, ça m'a énormément aidée. Des capacités d'organisation, d'anticipation et puis, aussi le fait que, j'ai fréquenté dans les agences, des plein de gens qui avaient des métiers différents, que, en tant que chef de projet et directrice de clientèle après, j'étais obligée de m'intéresser à ce qu'ils faisaient pour pouvoir, interagir au mieux avec eux. Bah, ça m'a aussi enlevé une certaine timidité vis-à-vis des gens avec qui je discutais, aujourd'hui, pour mon projet ICO. Quand je discute avec un développeur, bah, je vais pas avoir peur de lui poser des questions, je vais pas avoir peur de pas savoir parce que
je sais que je peux comprendre et ça fait que je fais des erreurs, il y a des choses que je sais pas, mais j'ai gardé cette envie d'apprendre, cette envie de comprendre et cette envie de vraiment maîtriser tout ce que je fais avec mon produit et l'application. Et ça m'a vraiment pas mal aidé. Et puis aussi la partie créative. Là, je suis en train de fignoler, de terminer toutes les derniers points de la campagne de lancement pour la seconde partie, pour la seconde version de l'application. Et c'est vrai que je m'éclate énormément. Là, ça me permet d'utiliser encore plus ma créativité pour mon propre projet. C'est génial. Et alors tu as rencontré donc pas mal, de gens. Mm. Est-ce que tu as une anecdote marquante à raconter sur, ton aventure entrepreneuriale? En fait, j'ai rencontré énormément de personnes. C'était trop chouette parce que moi, mon but, comme je disais, c'était de vraiment proposer une application qui soit utile vraiment à la communauté, autant pour les auditeurs que pour les podcasteurs. Et j'avais plein d'auditeurs autour de moi. Moi, j'en étais moi-même, mais des podcasteurs, j'en connaissais pas. Et donc, du coup, je suis allée à pas mal d'apéros qui sont organisés par des associations comme Podcastéo. J'ai contacté en one-to-one des podcasteurs pour leur proposer de prendre un café. Voilà, donc j'ai rencontré énormément de personnes de visu pour essayer de comprendre qui ils étaient. Et à un moment, donc c'était il y a 1 an pile, c'était la première édition du Paris Podcast Festival. Et autant je suis assez à l'aise dans les discussions de personne à personne, vraiment, où on est au calme avec un café, on peut discuter en profondeur. Mais quand il y a énormément de personnes, moi, tous les salons professionnels, les salons étudiants, les festivals, je suis vraiment pas hyper à l'aise. Or, c'était un peu l'occasion ou jamais de se retrouver à un seul et même endroit où je savais qu'il y allait avoir énormément de podcasteurs que je connaissais pas encore, que j'avais pas encore osé aborder, plein d'auditeurs à qui je pouvais parler de mon application parce que ça, je l'ai pas trop expliqué, mais je suis partie un peu avec ma fleur au fusil, avec voilà, j'avais juste mes fonds propres pour développer cette application. J'ai tout investi dedans, mais j'avais pas de budget pour faire de la communication, me faire connaître, etc. Alors qu'il y a d'autres grands acteurs qui s'étaient annoncés, qui eux bénéficiaient une force de frappe de communication vraiment Oui. supérieure. Et du coup, là, il a fallu que je continue à faire du terrain. Donc, je me disais, va falloir que tu ailles voir les gens, un à un, et que tu ailles leur parler de ton application, etc. Et ça, c'était... Franchement, j'avais la boule au ventre rien que d'y penser. C'est pas facile, en fait, d'aborder les gens qui ont pas envie ils te connaissent pas, ils ont pas envie de te connaître. Bah oui, ils t'y attendent pas en fait, Et hein. du coup, je me suis dit, il me faut un prétexte. Il faut que je trouve un petit moyen d'accrocher la conversation, et si possible, qui fasse rire, qui fasse sourire, et que comme ça, voilà, ça casse la glace très vite, et tu peux enchaîner sur la présentation de ICO, parce que tu connais par cœur, c'est ton projet, il y aura pas de souci. C'était plus pour, voilà, aborder les gens et briser la glace que j'avais un souci. Donc, on discutait avec des copains, et je disais, mais franchement, je sais pas, je vais pas me déguiser en femme sandwich, je est-ce que je prends des ballons à l'hélium et puis je me balade avec, dans tout le festival? Non, ça va faire bizarre quand même. Et j'ai vraiment pas de budget. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, alors on brainstorm, on dit: «Bon, c'est qu'est-ce qu'il y a? C'est autour du son, des oreilles?» Et là, mon pote, il me dit: «Mais pourquoi est-ce que tu distribues pas des cotons-tiges?» Je fais: «C'est vraiment trop bizarre, mais j'adore cette idée parce que ça me coûte rien». Simple, C'est ça, efficace, genre, il ouais. y a personne d'autre qui est assez fêlé pour distribuer des cotons-tiges dans un festival, et en plus, on peut faire le lien très rapidement avec, ICO prend soin de vos oreilles, il vous recommande des choses qui vont vous plaire, et cetera. Donc voilà, j'ai acheté ma boîte de 200 coton-tiges, j'ai acheté dans une petite épicerie, un petit bazar qui est juste à côté de chez moi, des petits sachets en plastique. J'ai fait imprimer vite fait des étiquettes avec mon logo et puis la phrase que je te disais, ICO prend soin de vos oreilles. Et puis pendant Ah génial. 4 soirées, mon mec et moi, on a emballé des cotons-tiges en collant les petits autocollants.
Et Excellent. donc du coup, j'en ai profité. Il y a, au Paris Podcast Festival, il y a un truc trop chouette qui est, qu'on peut écouter des enregistrements en live et du coup les gens faisaient la queue et je me disais c'est l'occasion ultime. Les gens ils sont en train de faire la queue donc ils s'ennuient, Mmh. ils ont rien à faire donc toi t'arrives et puis tu les amuses quoi, tu fais la discussion avec eux et puis au moins ils sont coincés quoi, ils peuvent pas partir en courant. Et donc du coup, bah, j'étais là, avec, mes petits sachets de coton-tige et puis, je les distribuais, voilà, hein, avec, j'avais développé mon petit discours, au fur et à mesure, les gens étaient, un peu surpris au départ et puis après quand ils réalisaient que c'était une blague, que je leur proposais pas vraiment, d'améliorer leur hygiène, auditive et ben, voilà, ils souriaient, ils se détendaient et puis voilà, ça a bien marché. Voilà, quand on n'a pas un gros budget pour la promotion, c'est ça, faut trouver des idées comme ça impactantes à faible coût et là, c'était hyper bien Mmh. trouvé, ouais, c'est Mmh mh. clair. Tu vas refaire une opération, coton-tige, cette année? Je suis en train d'y réfléchir justement. J'ai plusieurs options. J'aime pas trop, utiliser plusieurs fois, des idées réchauffées, donc j'ai envie d'en trouver, une aussi marrante. Ah ouais. Mais bon, je remettrai, c'est sûr, je remettrai mon j'avais un beau t-shirt, ICO avec mon gros logo et en plus on pouvait pas me louper parce que j'étais enceinte de 7 mois, donc j'avais un énorme ventre. Ah oui. Et du coup, c'était hyper facile pour les gens, tu sais, de toute façon, tu peux pas me louper parce qu'il y avait énormément de monde, donc quand j'ai essayé de retrouver des gens qui me connaissaient pas encore, ils connaissaient pas mon visage, je disais: «Tu peux pas me louper, je suis la seule femme enceinte avec un t-shirt ICO qui distribue des cotons-tiges» et donc c'était voilà, ça fait marrer aussi. Mais il est quand là, le prochain festival? Il est Ouais, bientôt, il je est crois, hein? bientôt, il est le 18, 19 et 20 octobre. Ouais, d'accord et ça correspond aussi au lancement de ta V2 alors? Pour être tout à fait honnête, j'aurais bien aimé lancer cette V2, pendant l'été, mais bon, la vie d'un projet est telle qu'il est. Il y a des sujets qu'on n'a pas anticipés, qui prennent plus de temps et puis je veux vraiment que voilà cette nouvelle application, cette nouvelle version soit vraiment, bien, performante et tout, donc j'ai pris le temps qu'il fallait. Mais je m'étais dit: «Bah, dernier délai, c'est tu dois sortir, cette nouvelle version la semaine d'avant le festival». Parce que encore une fois, bah, je suis un tout petit acteur, hein, on parle, jamais, quasiment jamais de ICO. J'ai pas de gros budget, j'ai pas levé des millions, donc il faut que je fasse un peu en mode malin et je me dis: «Bah, les médias traditionnels qui pourraient me donner de la visibilité s'ils communiquent sur, ICO, ils vont être le plus enclins à communiquer sur moi, donc un nouvel acteur dépendant qu'ils ne connaissent pas, dans une zone médiatique, une période médiatique qui est propice à parler du podcast et donc du coup, le Ouais, ouais. festival étant c'était un super festival qui est super bien organisé et qui fait parler de lui, à raison et ben, je me dis que, voilà, il faut que je m'engouffre dans la faille, en me disant que peut-être que les journalistes seront plus enclins à parler d'ICO à ce moment-là. On se donne rendez-vous dans quelques semaines pour voir si, mon pari était le bon, mais je me dis que c'est voilà, on dit mettre toutes les chances de son côté, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Ouais, puis c'est une opportunité super, effectivement, hein. Ne serait-ce que déjà par toutes les rencontres qu'il y a à faire et puis du coup, tu as des nouveautés, des nouvelles choses Mmh à mh. raconter, quoi. C'est ça l'idée. Pour finir, est-ce que tu aurais, des conseils à donner, à des personnes qui veulent lancer leur podcast aujourd'hui? Parce que ça a quand même pas mal évolué, hein, en l'espace de 2 ans là, on a plein d'outils à disposition, voilà, quel conseil tu donnerais aux nouveaux podcasteurs? Alors le premier conseil que je donnerais, c'est de vraiment passer pas mal de temps à réfléchir au fond et à la forme de son projet de podcast. Dans le sens où, il y a énormément de podcasts qui existent sur plein de sujets différents et il y a quand même de fortes chances qu'il y ait un podcast qui traite du même sujet que, celui que cette personne qui voudrait se lancer a en tête et se dire en quoi ce que je veux dire c'est différent. C'est forcément différent parce que c'est souvent les projets de podcast, ça vient des tripes, ça vient du cœur, donc on y met énormément de soi, donc il y a forcément une touche, une authenticité qui fera que ça se démarquera et que ça sera pas le même podcast qu'à côté. Mais c'est toujours intéressant de trouver un angle, en fait, de dire, comment est-ce que, je vais, traiter ce sujet-là. Là, par exemple, je discutais avec un podcasteur avec
avec lequel on suit depuis longtemps, qui veut lancer son propre sujet, son propre podcast à côté de son métier où il fait déjà des podcasts pour le média pour lequel il travaille et il s'est rendu compte qu'il y a un autre podcast qui s'était lancé exactement sur le même sujet. Et donc du coup, ça l'a forcé à retravailler son concept en disant: «Bon bah, au début j'avais pensé, interviewer, c'était sur le sujet du tatouage, j'avais pensé, interviewer des gens qui s'étaient tatoués et en fait finalement, bon bah, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui faisait la même chose, bah, je vais traiter différemment. Je vais traiter peut-être l'histoire du tatouage, plus des sujets un peu transversaux». C'est quelque chose qui n'existe pas et donc du coup, ça l'a forcé à être créatif. Donc ça, c'est vraiment mon Ouais. premier point. Réfléchissez vraiment au fond, quel est l'angle que vous voulez adopter pour pouvoir le tenir dans la durée et dès le départ, avoir cette promesse auprès de vos auditeurs en disant: «Bah, moi, mon podcast, il est unique parce que» bah, c'est moi qui le fais bien sûr, mais il est unique parce que je vais traiter les sujets de telle manière, en m'intéressant à cette sujet-là, ce sujet-là sous cet angle et cetera et plus cette promesse de départ, ce pitch, on va dire, cette phrase qui va définir le fond que vous allez utiliser, que vous allez traiter est claire, plus, l'engagement et l'adhésion des auditeurs se fera tôt, selon moi. Et aussi dans la Mmh mh. forme, c'est bien sûr, le podcast, c'est assez facile, de se lancer dedans. Il y a besoin d'un petit peu d'investissement de matériel, mais c'est rien à côté de, par exemple, une caméra et cetera. Ça, on l'entend Oui. souvent. Mais il faut pas négliger la qualité de son, parce que la qualité sonore et l'identité sonore de manière générale. Le fait d'apprendre des bases du montage, d'apprendre à comment est-ce que je fais en sorte d'enregistrer dans les meilleures conditions, comment est-ce que je vais rythmer mon podcast pour que ce soit agréable à écouter de bout en bout, qu'il y ait pas de longueur ou que des longueurs voulues. Comment est-ce que je vais créer un générique qui va vraiment incarner la personnalité, donc ce pitch, voilà, cette unicité dans le fond, comment est-ce que je vais l'incarner dans par exemple le générique que je vais utiliser, la musique, et cetera. Les gens vont mettre leurs écouteurs dans les oreilles et vont passer 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, mais vraiment avec vous et donc comment faire en sorte que l'expérience que vous allez proposer à vos auditeurs, elle soit vraiment de meilleure qualité possible. Ça, c'est un peu du coup l'équilibre à trouver, tout en se mettant pas non plus trop la pression, en se disant: «Bah, lancez-vous et puis allez discuter avec d'autres podcasteurs, allez poser des questions. Ben, il y a tel podcasteur, vous aimez beaucoup le boulot qu'il fait, posez-lui des questions». C'est une petite communauté encore et c'est très, très amical, c'est très, il y a peu de barrières, entre les podcasteurs. Il y a vraiment une envie de s'entraider, donc hésitez pas à aller demander des conseils de quel logiciel de montage tu utilises, quel micro tu utilises, et à demander de l'aide pour vous améliorer, au fur et à mesure. Ouais, effectivement, en plus, les c'est vrai qu'aujourd'hui, les communautés de podcasteurs, il y en a pas, énormément et en fait, ça discute bien, Oui. quoi. On peut trouver vraiment beaucoup d'infos, c'est hyper Mmh précieux, mh. quoi. Et alors, est-ce que tu aurais, 2 ou 3 podcasts, petits podcasts qui viennent d'arriver, mais qui t'ont séduite, que tu as découvert comme ça? C'est des belles découvertes qui sont pas forcément hyper connues, mais que tu apprécies et que tu aimes, écouter en ce moment? Oui. Alors, il y a, tout le travail de Pénélope Boeuf de La Toile sur écoute, qui est hyper créative et qui est, vraiment un ovni dans le bon sens du terme dans le paysage du podcast, dans le sens où elle a vraiment une voix qui marque, des propos qui marquent et cetera et elle a 3 types de podcasts, podcasts de l'arnaque qui sont des petites capsules de 5 minutes à peu près où elle raconte sa vie de manière hyper drôle. Il y a des portraits, où elle a choisi une façon de raconter la vie des gens qui est hyper, originale. C'est ce que je disais, c'est que raconter la vie des gens, on connaît beaucoup de podcasts qui le font. Mais elle a choisi une manière de le faire qui est vraiment hyper originale et qui lui est vraiment propre, qui est vraiment, voilà, qui est sa qui où elle a vraiment mis sa patte. Donc ça s'appelle Pic Parole et le dernier s'appelle 1, 2, 3 Fiction où elle écrit des comédies, très super déjantées.
Donc elle, je conseille vraiment son boulot. C'est une copine et elle incarne vraiment cette volonté de faire, de vraiment mettre à 100% dans un projet. Donc voilà, tout le travail de Ouais la toile et puis sur de écoute. créer du coup, de se Voilà, de se démarquer, démarquer, de pas avoir peur d'aller vraiment jusqu'au bout de ce qu'on veut entreprendre. Il y a le podcast Où est le beau de Hélène Aguilar qui va aller interroger des gens qui, par leur métier, produisent du beau, quelque chose qui est esthétique. Donc ça peut être des designers, ça peut être des artisans. Je sais qu'elle a envie d'interroger un cuisinier. Et je trouve que c'est très inspirant parce que moi, c'est quelque chose qui m'anime, la recherche esthétique dans mon travail. Et donc en fait, d'aller chercher de l'inspiration autre part avec des gens qui excellent dans leur métier, qui n'a rien à voir avec le nôtre, je trouve que tu ressors toujours avec des idées et ça voilà, c'est un bol d'air frais et en plus, voilà, c'est toujours, très serein et très zen ces émissions donc c'est vraiment génial. Donc Où est le beau de Hélène Aguilar et le troisième qui est pas encore sorti, qui va sortir début novembre, c'est le travail de Carline qui va sortir Et voilà, où en gros elle est allée interroger des enfants sur voilà ce qu'ils pensaient de la vie, de tout et de rien. Ah Et génial, voilà, super c'est idée, toujours un peu ouais. cette perspective et ce qui est chouette avec les podcasts, c'est d'écouter des gens qu'on n'entend pas souvent. Et elle a vraiment envie de de faire parler les enfants, mais d'écouter vraiment ce qu'ils ont à dire, de voir la poésie ou l'humour dans la façon dont ils ont de regarder le monde Super. et pas de les infantiliser, pas du tout. Et je sais que ça va être vraiment très chouette. J'ai pu écouter quelques extraits, ça va être vraiment bien. Et elle a mis beaucoup de voilà, elle s'est beaucoup investie dans ce projet, ça fait 1 an qu'elle travaille dessus et ça promet donc je vous conseille d'aller, vous inscrire, vous abonner à son compte Instagram où elle publiera, très vite son premier épisode. D'accord, ouais. Ah oui, ça me dit bien effectivement, ça doit être très Mmh, inspirant et très frais pour le voilà, coup, très différent, quoi. exactement. Bon, beh, super et une petite phrase pour finir, une conviction, tu as une petite phrase qui te porte dans les moments un peu plus difficiles, Oui, et qui t'aide à aller de l'avant? bah, là je l'ai de mon ordinateur, il y a l'écran qui s'est allumé, je vois cette phrase, c'est, «If life gives you lemon, makes lemonade». C'est la vie vous donne des citrons, donc quelque chose d'un peu acide qui pique, faites-en de la limonade. C'est toujours se dire, il y a des contraintes, il y a des choses qui arrivent dans la vie, qu'on n'attendait pas, qui sont pas comme on attendait, on a toujours le pouvoir d'en faire quelque chose de mieux, quelque chose de plus agréable. Bon, bah, super, bah, écoute Anne-Claire, merci beaucoup pour cette interview et bonne chance pour ton projet. Cet épisode est terminé, je vous remercie de l'avoir écouté. Vous retrouverez toutes les références évoquées dans le descriptif du podcast. Si vous aimez écouter les cascadeuses et souhaitez apporter votre soutien pour me permettre de continuer à produire les épisodes, vous pouvez mettre 5 étoiles et laisser un commentaire. 2 petites actions simples qui ne vous prendront qu'1 minute et qui peuvent vraiment aider à faire vivre et grandir les cascadeuses.